Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast animé et maintenu par Driss Rad. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Michel Aflaq. En arabe il faudrait dire Michel Aflaq, un Syrien, un grand intellectuel, un grand homme politique auquel j'aurais dû m'intéresser il y a longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Alors je commence par faire mon mea culpa devant vous. En vérité, j'ai toujours snobé Michel Aflaq, puisque son image est associée au parti du Baas, le parti qu'il a contribué à fonder, et qui est le parti des tyrans d'Irak, le parti de Saddam Hussein, et des tyrans de Syrie, qui était le père Hafez al-Assad et son fils aujourd'hui. Donc c'était pas très séduisant comme filiation politique, on va dire, comme champ politique. Aflaq aussi a été, puisqu'il est décédé, a toujours été férocement anti-sioniste, vraiment de toutes ses forces. Et moi, l'antisionisme comme ça me gêne, car je suis né, j'ai grandi au Maroc, donc je vais baigner un peu dans cette atmosphère un peu, même si au Maroc nous avons été relativement épargnés, mais quand même on a été à la télé, dans la presse, il y avait une atmosphère un peu d'hypocrisie totale concernant la Palestine. On nous disait, grosso modo, c'était pas le régime bien sûr, mais c'était plutôt le reste, toute l'intelligentsia, la presse, les intellectuels, les artistes, même l'homme de la rue. On nous disait que, voilà, on nous habituait à l'antisionisme, comme si c'était une espèce de consensus. Et puis, en gros, on nous disait que tant que la Palestine serait un problème, tant que le conflit israélo-palestinien serait ouvert, les Arabes en général ne pourraient rien faire, ne pourraient pas se développer. C'est un peu une théorie de la conspiration, puissance 10 ou puissance 15, puisqu'on se tirait nous-mêmes une balle dans le pied, puis on disait, puisqu'il y a un problème à Jérusalem, c'est-à-dire à 4000 ou 5000 km de chez nous, eh bien, il ne se passera rien, on ne se développera jamais, on ne fera rien, on ne vous fera pas les routes, on ne va pas réformer l'éducation, on n'aura pas de touristes, on ne deviendra pas une nation industrielle, parce que les Israéliens et les Palestiniens se tapent dessus. Donc moi, ça m'a toujours gêné et j'ai malheureusement snobé Aflaq pour ça aussi, pour cette cause aussi. Et puis notre ami Michel Aflaq, il est socialiste, il a été socialiste et vous savez l'appétit, le grand appétit que j'ai pour cette idéologie magnifique. Et enfin, quatrième raison, je pense par ignorance, mais bon, il l'a fait quand même, il a beaucoup critiqué les Marocains lors de la guerre des Sables en 63. Donc, il y a eu une petite guerre, mais une guerre quand même entre le Maroc et l'Algérie pour une histoire de tracé des frontières autour de Bchar, sud-ouest algérien ou sud-est marocain, ce qu'on appelle le Maroc le Sahara oriental. Et Aflaq a pris position pour les Algériens. Donc tout ça, cette espèce de raison plus ou moins justifiée, m'ont éloigné de Michel Aflaq, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire, et là je viens faire mon mea culpa, parce que je me suis trompé sur le compte de Michel Aflaq, et lourdement. N'empêche qu'il il a été anti-marocain dans certaines de ses déclarations, son antisionisme est pas tant évident, mais il n'empêche l'homme en vaut la peine, ne serait-ce que pour le critiquer, mais il en vaut la peine. C'est pas le premier, comment dirais-je, c'est pas un islamiste, ni un tyran militaire, ni un comme il y en a, comme il prolifère au Moyen-Orient. Il est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus intéressant. Et on ne peut pas faire l'économie de la pensée de M. Aflaq, sinon on ne comprend pas grand-chose de ce qui se passe aujourd'hui en Syrie, voire au Liban et en Irak. Donc Aflaq était un homme complet, réellement complet. Il était à la fois un idéologue, donc un homme qui vit des idées, qui fabrique des idées, des concepts, un tribun, un homme politique, un homme de parti, c'est-à-dire un homme qui fonde un parti, qui s'occupe de l'organisation du parti, de ses statuts, de sa vie interne, ce qui n'est pas du tout pareil, enfin c'est pas pareil que d'être un homme politique, un militant, un activiste clandestin s'il le faut, voire un combattant, et puis un homme de lettres, un poète, un homme de lettres. Moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime bien les gens qui vivent de leur vocation. J'aime bien les généralistes, les gens qui ont plusieurs cartes,
qui joue plusieurs cartes, les comme on dit aujourd'hui, multitask, mais moi j'aime bien les généralistes, la définition même de l'honnête homme au sens classique. Puis Michel Aflaq, au moins, lui, il a vécu de ses idées, puis il a défendu ses idées, contrairement à ces intellectuels qui restent à tabler dans des cafés, à critiquer tout le monde, à philosopher. Lui, au moins, il a agi. Il me rappelle beaucoup un Frantz Fanon, donc le psychiatre, qui a tout lâché. Il a rejoint le FLN en Algérie. Donc, c'est pas du tout mon combat, mais je respecte la consistance, la cohérence et, disons-le, l'homme derrière, parce qu'il l'a payé cher. Tant Fanon que Aflaq ont payé cher leur engagement. Croyez-moi que les occasions de se corrompre et de se vendre étaient légion. Donc Michel Aflaq, il a eu un destin. Il a plus qu'une vie, il a eu un destin. Alors quel est son destin? Bon, c'est un Syrien. Je crois qu'il est né à Damas en 1910, 1912, je ne sais plus, je trouve plusieurs sources, mais disons qu'il est né en 1910. Donc il avait quoi? Il avait 20 ans en 1930. C'était le mandat français. La Syrie se réveillait d'une longue nuit ottomane où faisait partie du califat ottoman, tout comme l'Égypte ou même l'Arabie, l'ouest de l'Arabie du moins, jusqu'au Yémen. Donc la Syrie venait de sortir de l'Empire ottoman, de la domination ottomane, qui n'a pas laissé grand-chose, que ce soit en termes de valeurs, de morale, de code civil, de loi ou de monuments. Et elle s'est retrouvée sous le mandat français. Je crois que le mandat français couvrait l'essentiel du territoire de la Syrie et le mandat britannique couvrait l'Irak, donc juste à côté. Une Syrie traumatisée, puisque en instaurant le mandat français, on a fait reculer la frontière au profit de la Turquie, de 50 km. Donc il y a des monts, je ne me rappelle plus de leur nom, mais il y a une espèce de cordillère au nord d'Alep, qui était la frontière naturelle entre le monde turc et le monde syrien, entre les Turcs et les Arabes. Et on a reculé, donc c'était un promontoire, une zone tampon, enfin une frontière. On a reculé ça pour faire plaisir en fait, la Turquie a avancé de 50 km en direction d'Alep pour faire plaisir aux Turcs, je ne me rappelle plus pour quelle raison, et surtout pour ça, les Syriens ont pris ça comme une punition. On leur a pris aussi Alexandrette, qui est pour eux un port syrien et qui est aujourd'hui turc. Donc c'est un homme du Levant, un homme du Levant, un homme du Moyen-Orient. Donc c'est un type qui peut être très raffiné, et il admet, il gère une grande complexité intellectuelle. Il l'a prouvé dans ses écrits, ses prises de position, ses discours. Mais surtout, il réussit à être tout et son contraire. Aflaq était laïque, mais aussi pro-islam. Il reconnaissait la prééminence de l'islam. Il était laïque. Il était socialiste, mais il était anti-marxiste. Il était nationaliste jusqu'au bout des ongles, mais aussi pan-arabe et fédéraliste. C'est un peu antinomique. Ça peut sembler antinomique. Il a beaucoup critiqué le mandat français, mais il s'est exilé à Paris où il a passé la fin de ses jours. Ça, pour moi, c'est typique du monde arabe et surtout du Levant. Les gens arrivent à être une chose son contraire et ils le vivent très bien. Alors, la confession de Aflaq, je crois qu'il était chrétien orthodoxe arménien, mais bon, disons qu'il n'était pas musulman, ça c'est ce qui est important. Il était chrétien. Et ça, c'est important pour la suite. Il est devenu prof d'histoire. Il a étudié en France. Il est devenu prof d'histoire dans un lycée prestigieux à Damas, dans le meilleur lycée de Damas. Et déjà, il a commencé à faire parler de lui, à faire de l'agitation politique. Et toute sa vie, son action politique a été consistante. C'est-à-dire qu'il a toujours lutté contre les idées monarchistes, puisque à un moment, les Français et les Britanniques voulaient instaurer une monarchie. Je crois que c'était Faisal en Irak, en Syrie. En Jordanie, ça a marché, mais en Irak, ça a périclité, en Syrie aussi. Donc, Aflaq a toujours été contre la monarchie. S'est toujours opposé de toutes ses forces aux islamistes qui à l'époque, lui, qu'il appelait réactionnaires. Quand Aflaq parle de réactionnaires, comprenez qu'il parle d'islamistes. Il s'est toujours opposé aux féodaux, les grands propriétaires féodaux de Syrie, et bien sûr à l'impérialisme, donc, qui avait pour lui plusieurs formes. Il y avait bien sûr les Français, les Britanniques, les puissances de l'époque, un peu pas vraiment les Américains, mais plutôt les Français et les Britanniques. Enfin, lui, il combattait ceux qu'il voyait et ceux qui l'opprimaient à l'époque. C'est la France, la Grande-Bretagne, les Turcs, pour les raisons que je vous ai indiquées. Et puis, il évidemment était anti-sioniste, et lui, il voyait le sionisme comme une prolongation de la domination impérialiste. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter. Euh,
Et il était aussi, toute sa vie, il a été contre la Ligue arabe. Il s'est toujours élevé, il a toujours dénoncé la Ligue arabe, qu'il a toujours traité d'inepte. Je pense qu'il n'a pas eu tout à fait tort. Pour lui, la Ligue arabe était une organisation molle qui divisait les Arabes au lieu de les unir, parce que lui il était fédéraliste, il voulait faire une grande nation arabe. Et lui, il disait que la Ligue arabe maintenait les Arabes dans la faiblesse et la soumission par rapport aux Anglais, qui utilisaient la Ligue arabe comme une espèce d'instrument pour envoyer le monde arabe dans un sens ou dans un autre, mais jamais dans le sens de ses intérêts. Homme de conviction, il a été plusieurs fois en prison, il a eu aussi plusieurs fois l'occasion de s'enfuir. C'est l'homme des exils, lui, hein. Des fuites rocambolesques, hein. Donc il s'est enfui vers la Jordanie, vers le Liban, Beyrouth, vers l'Irak, vers l'Égypte, vers la France. C'était un type, c'est le type des coups d'État permanents, hein. Lui, c'est le type des conspirations en permanence. Et puis il a eu quand même la baraka parce qu'il n'est pas mort en prison ou torturé ou pendu, contrairement à d'autres. Et lui, il revient en Syrie, puis il jure qu'il en a marre et que tout est perdu. Il repart et puis il revient. C'est un type qui lâche pas l'affaire. C'est un vrai révolutionnaire. Donc, on va dire, l'essentiel de son activité politique, là où le nom de Michel Aflaq signifie quelque chose, était important, c'était les années 50, années 60, en Syrie, en Irak, un peu en Égypte, mais surtout en Syrie et en Irak. Puisque c'était dans cette époque-là, il y a eu deux débats en fait dans la société syrienne et irakienne. Mais parlons surtout de la syrienne, puisqu'il était syrien avant tout. Il y a eu deux débats. Il y a eu un débat entre les monarchistes et les républicains, rapidement gagné au profit des républicains. Un débat, enfin c'était plutôt une confrontation armée, mais c'était deux idées qui se faisaient face, et l'idée monarchiste a perdu. Aux grandes dames des puissances impérialistes qui étaient la France et la Grande-Bretagne. Cette idée monarchiste a fonctionné par contre en Arabie Saoudite et dans les micro-monarchies du Golfe. L'autre débat, plus important peut-être, c'était un débat entre républicains. Évidemment, un débat avec des coups d'État, des assassinats, des tortures, des choses comme ça, hein. Un débat entre les militaires, donc une dictature militaire pure et dure. Un débat entre militaires purs et durs et militaires socialistes socialisants, un peu à l'algérienne. Et puis, une controverse avec les militaires qui se réclamaient du Baas. Et on verra ce que c'est que le Baas, le parti d'Aflaq, qui n'était pas tout à fait socialiste, ni tout à fait démocrate, ni tout à fait militariste, on va dire. Il était beaucoup plus original que ça. Et puis évidemment, dedans, il y avait dans ce débat-là, dans ce débat armé à coups de grenades et de coups d'État et de gens égorgés et qui disparaissaient, il y avait aussi des démocrates, comme d'habitude. Les démocrates sont des modérés et ils se font vite laminer. Voilà, donc c'était ça l'époque où Aflaq a eu où il était le plus significatif, où il avait vraiment quelque chose à dire, c'était les années 50-60, où il y a eu un débat qui était vite tranché entre la monarchie et les républicains, puis à l'intérieur des républicains, à coup de fusil, ils se sont mis d'accord sur qui allait gérer la Syrie, c'était les militaires du Baas, l'aile dure du Baas, et l'aile la plus, au point qui était beaucoup plus radicale que Aflaq et qui l'a expulsé de Syrie. Voilà, donc ça c'est on va dire le background de notre ami Aflaq, l'époque où il a vécu. En 66, il perd le pouvoir, enfin ça, perd le contrôle du parti, puisque la partie on va dire la frange radicale du parti, alliée aux militaires, désingue tout le monde, et c'est Hafez al-Assad qui arrive au pouvoir. Je crois qu'il s'est exilé en Irak où Saddam Hussein, enfin, c'était pas encore Saddam Hussein, hein, c'était, j'ai oublié le nom, mais c'était pas Qassem, c'était quelqu'un d'autre. Là aussi, l'Irak c'est pareil, c'est coup d'État sur coup d'État. En Irak, ils ont zigouillé la famille royale, manu militari, de manière assez déplorable et honteuse. Alors qu'ils avaient rendu les armes, ils s'étaient rendus, ils ont zigouillé femmes et enfants juste pour le plaisir de déraciner la royauté, de tuer la lignée royale. Et ils ont commencé à faire leur coup d'État pareil qu'en Syrie, les uns contre les autres. Donc ils lui ont proposé l'exil, notre ami Aflaq, mais il a quand même pas mal vadrouillé avant de revenir en Irak, où il a eu un poste au sein du parti Baas. Et il est mort à Paris en 89. Mais la réalité, c'est que, disons, à partir de la fin des années 60, la voix de Aflaq était beaucoup moins forte, puisque ses amis n'étaient pas au pouvoir. Alors, parlons de la voix d'Aflaq, quelles étaient les idées de Michel Aflaq? Trois mots, hein, ça rappelle un peu la devise de la République française, c'est liberté, unité, socialisme. Voilà, l'idéologie, c'est un triptyque, la liberté, l'unité et le socialisme. Alors, la liberté, c'est la liberté politique individuelle.
Donc, c'est pas mal hein, par les temps qui courent, connaissant un peu le Moyen-Orient. Donc, les libertés politiques, liberté individuelle, liberté de la femme, liberté dans l'égalité homme-femme, liberté de conscience, pas mal, hein, liberté de culte, et bien sûr liberté politique. Donc on est quand même 180 degrés d'un monsieur comme Saïd Qutb qui à la même époque écrit en prison, je crois en 65, il écrivait Ma'alim fi tariq, donc des références sur la route. J'ai trouvé un autre nom là un peu déplorable, c'est des signes sur la piste. Moi je suis arabisant, c'est pas une bonne traduction. Donc plutôt Saïd Qutb il a écrit des références sur la route ou des signaux sur la route, c'était un espèce de manuel pour les frères musulmans qui étaient découragés, un peu déprimés par rapport à la puissance de Nasser. Il leur a dit non, regardez, il y a des signaux sur la route, suivez les signaux que je vous donne dans mon livre et vous allez y arriver. Le résultat était fantastique puisqu'ils sont au pouvoir. Ils sont peut-être pas à la tête de la présidence de l'Égypte, mais ils ont pris le contrôle de la société qui était le plus important. Donc, les libertés promises et promues surtout par Aflaq, ça clash avec les Saoudiens, qui à la même époque étaient en train de ressusciter la théocratie la plus rétrograde. Ça clashait avec les Nassériens, qui étaient les hommes forts de l'époque. Nasser était un socialiste très autoritaire. Il n'était pas question pour Nasser d'avoir la liberté politique pour tout le monde, même la liberté de culte, c'était assez limite avec Nasser. Rappelez-vous que Nasser a quand même procédé enfin, il a découragé le cosmopolitisme égyptien, il a poussé dehors pas mal de Grecs, d'orthodoxes, d'Arméniens, sans parler des Juifs. Donc liberté, unité, socialisme. L'unité pour Aflaq, c'est peut-être plus important que la liberté et le socialisme, ou peut-être ça arrive en premier. L'unité pour lui, c'est la République arabe unie, c'est le panarabisme. Donc il y a le panafricanisme à l'époque, et lui, il faisait la défense du panarabisme. Alors ce n'est pas l'Oumma musulmane qu'on connaît un peu en France, ça c'est le projet islamiste, et d'ailleurs le vrai projet islamique d'une Oumma. Ça c'est l'islam réel, hein, c'est le projet de l'Oumma. Lui, non, c'était pas ça. Lui, il voulait un État fédéral qui aille de Casablanca jusqu'au Caire ou Bagdad, mais qui soit basé sur la langue arabe, la culture arabe, une expérience commune de l'arabité, de l'arabisme, il disait l'arabisme, et une volonté de faire peuple, donc une croyance, une volonté de faire peuple. Donc, bon, c'est critiquable évidemment, mais quand on connaît un peu le monde arabe, quand on voit la présence berbère en Afrique du Nord, c'est difficile de croire à une unité, à l'idée d'un panarabisme. Vous me direz que les Algériens du FLN l'ont fait quand même. Enfin, ils ont installé une république exclusivement arabe pendant longtemps en Algérie. Mais bon, Aflaq aussi était très naïf. Il croyait que le problème berbère allait être résolu. Ça, je le cite presque de mémoire. Une fois que la République arabe aura eu lieu, les Berbères oublieront leur contentieux avec les Arabes et se joindront au seul projet qui en vaille la peine, c'est-à-dire le projet du panarabisme. Cette naïveté rappelle un peu Bolivar, le grand Bolivar, le très grand Bolivar pour lequel j'ai un immense respect, qui voulait faire l'unité de la Grande Colombie, qui allait de l'Amérique centrale jusqu'en Bolivie, en passant par le Panama, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, excusez du peu, et bien sûr le Venezuela. Et plus encore si Bolivar n'avait pas été terrassé par la tuberculose. C'était naïf, je dis ça humblement parce que qui suis-je pour critiquer Bolivar, mais c'était naïf puisque l'histoire a montré que c'était impraticable. Il y a des gens comme ça qui sont en avance sur leur temps, mais à la limite on se dit, on avance sur leur époque, mais à la limite on se dit tant mieux que leurs idées n'aient pas été mises en place parce que on sait que ça n'aurait pas marché. Connaissant un peu l'Amérique du Sud aujourd'hui, je peux vous dire que ça n'aurait pas marché. Euh, Liberté, unité, socialisme. Notre ami Aflaq était un socialiste, mais pas comme on peut l'imaginer. Donc, il n'était pas du tout marxiste, dans le sens où pour lui, le marxisme a servi l'homme, alors qu'il faut servir l'homme, il faut le libérer. Lui, il dit il faut libérer l'homme, pas à travers l'économie, c'est-à-dire pour lui permettre la propriété privée, mais surtout à travers la spiritualité et un supplément d'âme. Aflaq, il critique le communisme et le marxisme parce qu'ils sont trop matérialistes et ils ne pensent pas à l'âme et à la spiritualité. Alors que lui, il dit que l'arabe est un être poétique, spirituel, qui a besoin de la religion pour accomplir sa mission et contribuer à l'humanité.
Il reconnaît que le monde arabe est plus bactère, c'est pas moi qui le dis, c'est lui, qu'il ne contribue pas à l'humanité par la science, la compétence, la splendeur. Il faut qu'il se retrouve lui-même. Il y a des très belles phrases de Aflaq où il dit que le monde arabe ne parle plus sa langue. Les gens parlent l'arabe, mais les mots ne veulent plus rien dire parce qu'ils ont été vidés de leur sens. Et il faut retrouver la spiritualité arabe et que l'arabe, quand il prononce un mot, ça résonne dans son âme. Et pour lui, c'est ça qui bloque les potentialités, qui fait que les gens sont éteints, les gens sont fatigués, puisque les mots ne veulent plus rien dire. C'est très beau, je trouve. Ça mérite d'être creusé. Et donc il dit, on ne peut pas faire de renaissance arabe, parce que le bas, en arabe, c'est la renaissance, la nouvelle vie. On ne peut pas faire de renaissance arabe sans rappeler, sans convoquer la religion musulmane, hein, pas le christianisme ni l'orthodoxie, ni quoi que ce soit, le zoroastrisme. Lui, il parle de convoquer la religion musulmane, qui est la seule à même de libérer les potentialités de l'âme arabe. On peut être d'accord ou pas, moi je pense qu'il a en grande partie, il a vu juste, en tout cas, même s'il n'avait pas raison forcément sur tout, il avait la bonne intuition, ce qui ne sert à rien de lutter contre l'islam. Je dis ça à mes amis modernistes, séculières et sécularisés, je leur dis, on a beau être séculaire, sécularisé, prendre du vin et lire Foucault et Tocqueville, l'islam est plus fort que nous. Il est plus fort que nous parce qu'il est dans notre ADN culturel et dans notre âme. Donc, au lieu de lui tourner au lieu de le refouler, comme dirait M. Freud, au lieu de refouler, quand vous refoulez l'inconscient, il est plus fort que vous, il reviendra. Il a toujours le dernier mot, l'inconscient. C'est ce que nous a appris la psychanalyse. Et bien, pour le monde arabe, pour la civilisation arabe, pour les sociétés arabes, l'inconscient, c'est l'islam. Et quand on le refoule, ben, il revient et il fait un retour fracassant. Et ce que fait, ça c'est admirable, ce que fait Aflaq, c'est de dire au lieu de refouler l'islam et d'en tomber malade, il vaut mieux l'utiliser comme une énergie vitale, mais pas la seule. Mais comme une énergie vitale qui a toute sa place, sa primauté, mais pas la seule. Contrairement à ce que disait Saïd Qutb à l'époque ou au projet politique des Saoudiens qui est devenu le projet politique du monde islamique aujourd'hui. Bon, j'exagère un peu, mais l'argent étant du côté des Saoudiens, ceux qui parlent le plus fort, c'est eux aujourd'hui. Et qui proposent un projet essentiellement de retour de l'islam, sans technologie, sans sciences politiques, sans retour du citoyen, sans réveil. En fait, les Saoudiens ne veulent pas réveiller l'être humain musulman, ils veulent juste réveiller les textes religieux. Je m'égare un peu. Donc, un socialisme non marxiste, un socialisme qui refuse l'athéisme. Là aussi, Aflaq dit l'homme arabe ne peut pas être athée, puis critique les athées d'une manière générale. Je ne reviendrai pas trop en détail sur ça, mais pour lui, les athées sont arrogants et ils sont matérialistes. Et puis, il critique beaucoup les communistes, et là, ça m'a fait plaisir parce qu'il dit ce ne sont pas des nationalistes, ils prennent leurs ordres à Moscou. Alors lui, il dit on n'a pas chassé les Français, les Britanniques, les Turcs, voire les Américains, pour prendre nos ordres chez Moscou. Il dit l'impérialisme, nous avons déjà assez donné, on va pas remplacer l'impérialisme yankee, on va dire, par l'impérialisme rouge. Là, j'aime bien. Très, c'est un plaisir que lire de ces livres-là. Le socialisme de Aflaq, c'est un socialisme, bon, moi je dirais un peu déprimant, mais bon, c'est le socialisme de l'époque. Hein, c'est un dirigisme avec des nationalisations, un rôle prépondérant de l'État, de l'industrie lourde. Hein, c'est le seul projet algérien en fait, hein, du FLN des années 60. Il aurait gardé quand même la propriété privée, mais il aurait par contre nationalisé tout ce qui est transport et pas mal de choses comme ça. C'est un socialisme quand même que je trouve moi louable, en tout cas l'intention est louable, parce qu'il y a un moment où il dit nous, Syriens, nous, Arabes, racontons des sottises tant que nous ne pouvons pas fabriquer nos propres canons et nos propres munitions. C'est à méditer quand même. Quel est le pays arabe aujourd'hui qui fabrique ses munitions et ses armes? Je pense qu'aucun. Je peux me tromper, mais je pense aucun. L'Iran fabrique certainement ses munitions, ses canons. Enfin, pas certainement, c'est vrai, mais l'Iran n'est pas un pays arabe. C'est la Perse. Donc, il dit voilà, tant que nous n'avons pas nos usines notre armement, notre industrie de l'armement, ben, on ne compte pas et on raconte des bêtises et des choses qui sont creuses. Il a tout à fait raison. Voilà. C'est pour ça que je dis que son socialisme, dont son intention était louable, mis en place, ça marche pas, mais l'idée était là. En tout cas, avec Aflaq, au moins, on a la pulsion de vie et on a quelque chose, on a une ambition. Euh,
importance de la notion de laïcité et d'islam chez Michel Aflaq. Donc c'est pas un musulman, lui, il est un chrétien. Mais lui, il dit, je reconnais que l'islam est l'âme musulmane, enfin l'âme arabe. Donc encore une fois, je dis, moi je tiens mon chapeau pour cette lucidité. C'est pas facile pour un chrétien de Syrie de dire ça parce qu'ils en ont pris plein la gueule, hein. Les chrétiens d'Orient en ont pris plein la gueule depuis l'arrivée de l'islam au Levant. Ils en ont pris plein la gueule et on en voit encore avec la guerre depuis 2011. Ils ont été mangés à la petite cuillère. Donc de dire ça, c'est pas facile, c'est pas très populaire auprès de sa propre communauté. Mais voilà un vrai nationaliste, c'est-à-dire qu'il met l'intérêt supérieur de la nation sur l'intérêt, sur ce que nous les Arabes nous appelons l'asabiya, c'est-à-dire le sentiment tribal ou le sentiment, je ne vais pas dire de mafia, mais le communautarisme, voilà, asabiya, le communautarisme. C'est-à-dire les Syriens d'orthodoxes ne pensent qu'à eux, les Alaouites syriens ne pensent qu'à eux, et au diable la nation. Aflaq, lui, propose un projet plus que national, il propose un projet pan-arabe. Et lui, il est laïque, mais il est laïque pas à la française. C'est pas un laïcisme pur et dur, aseptisé, où la religion n'existe pas. C'est pas un laïcisme anti-religieux, anticlérical, comme c'est le cas. Enfin, cette tendance traverse la laïcité française, reconnaissons-le. Lui, il dit il faut séparer la religion de l'État. Il faut que la religion soit privée, mais bien présente dans l'espace public. Les muezzins, les mosquées fonctionnent, le ramadan a lieu et tout ça. Mais il dit l'État ne doit pas se mêler de la religion, il ne doit pas avoir une religion d'État. Ça, c'est révolutionnaire. Il fallait le faire dans les années 50. Tout ce que je dis là, c'est impossible aujourd'hui, hein. Le premier qui dit ça dans un pays musulman, il perd le pouvoir. Pourquoi il faut séparer la religion de l'État? Parce que l'État est sale. La politique est sale. L'État, c'est la violence. L'État, c'est machiavélique. L'État, c'est cynique. Tout pouvoir est une domination, est une oppression. Il pratique la violence. Et la religion est plus belle que ça. Il faut la garder. On ne peut pas mélanger l'eau pure avec la saleté. Même une goutte de saleté, elle souille l'eau pure. Donc il dit qu'il faut garder une étanchéité entre ces deux dimensions, l'État et la religion. Donc je dis que tout pouvoir est une domination. Je dis ça aussi à mes amis progressistes, hein. Vous vous dites bienveillant et le parti de la paix et de l'amour, mais vous êtes violent vous aussi, vous êtes machiavélique parce que vous êtes politique. C'est pas que vous êtes mauvais par définition, c'est que toute politique, tout pouvoir est comme ça. Même le pouvoir socialiste, communiste, capitaliste, libéral, tout pouvoir a ce côté, j'appelle sale, mais qui Machiavel appellerait beaucoup mieux que moi. Je ne sais pas comment il l'appellerait, mais c'est c'est le prix à payer pour faire de la politique. Et ce que dit Aflaq, il dit qu'il faut absolument séparer l'État de la religion pour ne pas la souiller. Donc c'est très intéressant comme approche. Et puis c'est le Moyen-Orient, c'est-à-dire que c'est tout à son contraire. Donc Aflaq est tout à fait pour la tolérance et la coexistence entre les différentes confessions, donc les chrétiens d'Orient, les musulmans, les sunnites, les chiites, les alaouites, toutes les sectes druzes et autres, zoroastriens et tout. Mais il y a quand même un gros bémol à mettre sur les juifs, puisque son antisionisme est déroutant. On ne sait pas si l'on veut aux sionistes ou aux juifs. Donc c'est le fameux débat antisionisme, est-ce que c'est égal à l'antisémitisme? Et je me pose la question par rapport aux juifs syriens. J'ai pas beaucoup d'informations, donc je ne vais pas faire d'accusations comme ça ou de spéculations gratuites. Je ne sais pas quelle était la position de M. Aflaq par rapport aux juifs syriens. Je crains le pire, hein, mais bon. Euh, donc, Aflaq, dans tout ça, quel bilan on peut faire de la vie de ce grand monsieur? Euh, Moi, il me rappelle un peu Rousseau, c'est-à-dire que c'est un type, c'est un idéologue, un écrivain intellectuel qui écrit bien, une belle langue arabe. Et lui, il m'a réconcilié. Enfin, Aflaq fait partie de ces gens qui me réconcilient avec la langue arabe. Une langue puissante, une langue qui fait sens et qui, comme disent les Anglais, qui fait le point, quoi. C'est-à-dire que elle transmet le message et elle marque, on dirait qu'elle marque la rétine, comme une couleur vive, une couleur de printemps, comme le soleil du Maroc. Donc Rousseau, enfin comme Aflaq, pardon, comme Rousseau, écrit bien, il arrive jusqu'à nous, ses mots résonnent encore dans nos esprits, mais il pense mal. Bah, Rousseau, c'est quand même un peu la Révolution française avec tous ses excès. Et c'est un peu le cas de Aflaq, c'est-à-dire que c'est bien écrit, c'est bien dit, c'est motivant. Mais une fois qu'on a mis en place ces idées, cette politique, on n'est pas, le résultat n'est pas là. L'effet escompté n'est pas au rendez-vous, notamment au niveau du socialisme.
même au niveau de l'unité arabe, parce que Aflaq a poussé les Syriens à se marier avec les Égyptiens, il y a eu un truc merveilleux, enfin, un ovni politique qui s'appelait la République arabe unie, je crois, entre 57 et 61, ou 58 et 61, je ne me rappelle plus. C'était tout simplement une fédération arabe égypto-syrienne. C'est délirant. On croirait qu'on est dans une autre galaxie, mais ça a eu lieu. Donc un État bicéphale et tout ça. Donc deux États pauvres, mais qui avaient une convergence politique, qui se sont mis l'un avec l'autre. Convergence politique limitée quand même, parce que Nasser était un socialiste nationaliste, pur et dur, un gros bonhomme, mais qui n'avait rien à voir avec les idées bassistes, qui étaient, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus riches que ça, beaucoup plus complexes et raffinés que ça. Et malgré ça, les Aflaq a poussé la Syrie à faire ce mariage. Malheureusement, ça a capoté parce que bon, les Syriens accusent Nasser, je ne sais pas s'ils ont raison. Il aurait été trop autoritaire, il aurait tout concentré au niveau du Caire au lieu de donner aux Syriens leur place légitime dans le nouvel État. Bon, je ne peux pas juger, j'ai pas vécu l'époque et puis j'ai pas assez lu sur le sujet. Donc je vous ai dit que Aflaq me rappelle Rousseau, un type qui écrit bien, mais qui pense mal. Et au fait, c'est peut-être pas vrai, hein. Euh, Parce que Aflaq est un perdant. Donc c'est lui-même, il a été lui-même marginalisé. Donc il n'a pas mis tout en place. Peut-être qu'il s'il avait mis tout en place, quelque chose aurait marché, et puis qu'il aurait gouverné mieux que ses concurrents, mais il n'a pas gouverné la Syrie. Ses idées ont gouverné la Syrie dans une certaine mesure, mais lui personnellement, son équipe n'a pas gouverné la Syrie puisqu'il s'est fait déborder par son propre parti et par un type qui s'appelle Hafez al-Assad, que vous connaissez, c'est le père de Bachar al-Assad. Et comme d'habitude au Moyen-Orient, les violents ont gagné. Enfin, Moyen-Orient, pas forcément, enfin partout. Les violents gagnent toujours. Et Aflaq, comme je vous l'ai dit, a passé l'essentiel de sa vie, après 1966, en exil ou en fuite. Alors c'est passionnant, moi je me passionne pour cette histoire-là du Bass, mais je ne demande pas de suivre mon délire passager. Il y a eu plein de schismes dans le Ba'ath entre les gens qui travaillent pour la vision Qotria, c'est-à-dire la vision nationaliste, parce que le Ba'ath, le vrai, c'est pan-arabe, c'est fédéraliste. Mais on a qui voulaient faire la révolution socialiste et unitaire, pardon, socialiste et ba'athiste uniquement dans un seul pays. Donc c'était en Syrie ou en Irak. Et il y avait la partie du Ba'ath qui était la plus pure, on va dire, ouais, la plus fondamentaliste, la plus alignée avec Aflaq, et qui était Qawmiya. C'est-à-dire elle tenait encore au projet d'unité arabe. Alors il y a eu des batailles, enfin bon, ils se sont fait du mal les uns les autres, des tortures, des disparitions forcées, enfin bon, des délices, hein, comme le Moyen-Orient sait offrir tout au long de son histoire. Euh, Finalement, oui, je vous disais, je parlais des violents. Donc, les violents ont expulsé Aflaq. Les Qatariens, donc les nationalistes, ont chassé les panarabistes, les Qawmiyin. Plus tard, les sunnites ont éradiqué les chrétiens d'Orient. Alors, cette phrase, il faut tout de suite la nuancer. Le terrorisme sunnite, hein, pas les sunnites. Le terrorisme sunnite, depuis 2011, a éradiqué les chrétiens d'Orient, les yazidis, tout ça. Donc, euh, les violents gagnent toujours parce que les terroristes sunnites ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils étaient mieux armés et mieux entraînés et mieux déterminés peut-être que les chrétiens d'Orient qui ont fui. Enfin, qui ont fui, qui sont morts. Et d'ailleurs, tout le monde a fui en Europe, hein. Les réfugiés, il y a beaucoup de sunnites et je ne sais même pas si on a réussi quand même à accueillir les réfugiés chrétiens d'Orient. J'ai l'impression qu'on a accueilli tout le monde. Mais bon, ça, c'est notre débat. Je veux pas rentrer là-dedans, mais je lis de ça et là que certaines victimes du terrorisme sunnite retrouvent leur bourreau dans les rues de Berlin, ou de Francfort ou de Stockholm. Preuve que nous avons fait n'importe quoi lors de la crise de 2015. Nous avons accueilli les victimes les victimes avec chrétiens d'Orient, mais les victimes sunnites aussi, parce qu'il y en a eu beaucoup. Nous avons aussi accueilli les bourreaux. Preuve du génie européen à l'ère de l'Internet et de la reconnaissance faciale et de la biométrie. Chapeau, Madame Merkel. Les sunnites ont gagné parce que les idées de Saïd Qutb ont gagné. Qutb, l'Égyptien sunnite, les idées du Cheikh Kishk, un de mes préférés aussi,
un imam égyptien extrêmement doué, extrêmement radical. Je dis qu'il est mon préféré parce que c'est un tribun hors pair et puis lui au moins il montre pourquoi, comment dirais-je, il s'engage contrairement aux modernistes d'aujourd'hui qui sont contreplaqués. Kishk, il a été plusieurs fois en prison et il a joué une seule carte très simple qui était l'islamisme radical. C'est que c'est plus simple pour lui que pour nous autres modernistes qui devons inventer une nouvelle proposition pour le monde musulman qui ne peut pas être l'islam puisque c'est déjà monopolisé par les descendants de Qishq et de Qutb, donc de frères musulmans. Voilà, donc Michel Aflaq a gardé sur le radar, pas forcément pour le lire, même si moi je trouve que tout ce qu'il écrit est magnifique, mais pour savoir qu'un autre Moyen-Orient était possible. Un autre Moyen-Orient aurait été possible, était possible. Et bon, il y a eu plusieurs choses ont conspiré. Il y a un manque de bol, un manque de chance. Ça, c'est ce qu'on appelle la contingence. Il y a eu un manque de compétences au niveau pour garder le pouvoir et gérer le pays. Que ce soit du côté des amis de Aflaq ou du parti Ba'ath en général qui n'a pas fait la renaissance. Ce pourquoi il est arrivé au pouvoir, que ce soit en Égypte, pardon, que ce soit en Irak ou en Syrie, il n'y a pas eu de renaissance, hein, alors que le parti était venu pour faire ça. Et puis il y a eu le problème avec Israël qui a pris beaucoup de ressources et puis qui est devenu une espèce d'obsession chez les bassistes. Bon là, ce que je dis ici n'engage que moi d'ailleurs, comme tout ce que je dis depuis le début, mais ça ferait d'ailleurs un bon scénario de poétique fiction si les bassistes s'étaient mis d'accord avec les Israéliens au tout début. Quel monde arabe on aurait eu? Quel monde arabe on aurait eu? Moi, je rêve de la rencontre entre le génie juif et le génie arabe. Je ne fais que paraphraser une phrase du feu roi Hassan II, qui disait que le jour viendra où le génie arabe et le génie juif se rejoindront, se réconcilieront pour le plus grand bonheur des peuples et pour le retour de la dignité. Je cite presque de mémoire. Ça doit être ça. Je me rappelle très bien de ce mot que Hassan II a dit, la dignité. Eh bien, je pense qu'on ne peut pas... Si Aflaq était devant moi aujourd'hui, d'abord je lui rendrai hommage, mais je dirais aussi que la dignité du monde arabe qu'il avait raison de convoquer et d'invoquer, elle était impossible sans une réconciliation avec la science, avec le génie industriel, et il l'avait face à lui de l'autre côté du Golan. Bon après, moi je ne veux pas refaire l'histoire, et puis encore une fois, qui suis-je face à un géant comme Aflaq? Mais bon, un artiste doit rêver et ça ferait un bon livre. Si c'était mis d'accord, quid de la centralité aujourd'hui des Saoudiens, des pays du Golfe, quid de plein de choses. Hein. Quid de plein de choses. Est-ce qu'on serait encore fâché avec les Iraniens, tout ça? Je sais pas. Intéressant. Merci beaucoup. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires élogieux ou de vos critiques, bien sûr. Et si vous voulez m'aider, partagez ce podcast parce que votre bouche à oreille est ma seule publicité. À lundi prochain. Merci. Au revoir.